Bienvenue à la série de webinaires de l'AIC Progrès de la pratique. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « Optimiser le travail d'équipe en utilisant des stratégies provenant du domaine de la résolution de conflits ». Cette session sera enregistrée pour les infirmières et infirmiers qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Je m'appelle Josette Roussel et je suis responsable de programmes, pratiques et politiques infirmières à l'Association des infirmières et infirmiers du Canada et j'animerai ce webinaire d'aujourd'hui. À la fin de la présentation, nous répondrons à vos questions que vous pourrez mettre dans la boîte QR à la droite de votre écran. Vous pouvez aussi télécharger votre certificat de participation dans le fichier en bas de l'écran. Et sans plus tarder, je vais débuter avec la présentation de Isabelle Saint-Pierre. Alors, Isabelle est professeure agrégée au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais. Ses intérêts de recherche comprennent la violence au travail et la résolution de conflits. Elle est coach certifiée en résolution de conflits. Elle est aussi titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise en sciences infirmières de l'Université d'Ottawa, d'un diplôme de deuxième cycle en andragogie et d'un certificat en santé au travail de l'Université du Québec en Outaouais. Isabelle a donné de nombreuses conférences et écrit plusieurs articles et chapitres de livres sur la violence au travail. Alors, on est très heureux de l'avoir parmi nous aujourd'hui et de pouvoir partager son expertise. Alors, Isabelle, tu peux débuter. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui et de vous parler de façon d'optimiser le travail d'équipe en utilisant des stratégies provenant du domaine de la résolution de conflits. Alors, à la fin de ce webinaire, j'aurais aimé qu'on aille explorer comment les valeurs et les besoins vont guider nos comportements, examiner le rôle des émotions dans les interactions, pris conscience des scénarios internes qu'on se fait quand on sent que nos besoins sont lésés et voir peut-être de nouvelles façons de gérer les relations qui sont difficiles. Alors, pourquoi parler de relations dysfonctionnelles au travail? Mais souvent, c'est celles-là qui vont miner le travail d'équipe. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par une relation dysfonctionnelle? C'est des conduites qui ne promettent pas le travail d'équipe et qui peuvent être définies comme un comportement qui va avoir une influence sur la capacité de l'équipe des soins de santé à atteindre les résultats attendus. Comment est-ce que ça se manifeste une relation dysfonctionnelle? On peut, dans certains cas, voir de l'intimidation. On peut voir de la violence verbale, de la violence électronique. Je vous dirais que cette forme de violence, elle est plus nouvelle, mais elle s'en vient de plus en plus commune. Par violence électronique, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est la violence des fois dans les courriels, dans les textos, ou sur les médias sociaux, comme écrire des commentaires désobligeants sur Facebook ou Snapchat. Alors, c'est une forme de violence qu'on voit de plus en plus de nos jours. Et bien sûr, la violence physique. Ça peut inclure au niveau de la violence verbale, des commentaires dégradants, des insultes, crier. Certains gens refusent de travailler ensemble aussi. Il y a des conflits au travail, des interactions irrespectueuses, des remarques condescendantes, des réprimandes devant tout le personnel et un langage abusif. Qu'est-ce qui contribue à ces relations dysfonctionnelles? Souvent, dans les hôpitaux, surtout dans les hôpitaux, c'est des structures qui sont très hiérarchiques. Donc, avec la hiérarchie, des fois, vient des difficultés à travailler ensemble. Il y a aussi beaucoup de pression pour faire progresser les patients dans le système de soins. Les caractéristiques puis les personnalités des professionnels de la santé. La façon qu'on est socialisé pendant notre formation professionnelle. Et je vous dirais que la différence dans les rôles, ça en est un aussi qui est de plus en plus commun. On voit l'arrivée de plusieurs professionnels de la santé différents ou même des paraprofessionnels. Et des fois, ça crée de la confusion dans les rôles, ce qui fait que les gens ont aussi de la difficulté à travailler ensemble. Il y a aussi, dans certains cas, par rapport au rôle, l'étendue de la pratique
qui est mal utilisé ou qui est mal défini et qui sème de la confusion et des fois des frustrations qui amènent des relations difficiles. Et le fait aussi que les membres de l'équipe changent constamment, c'est pas comme quand tu as un emploi 9 à 5 du lundi au vendredi et que tu travailles toujours avec les mêmes gens. Le fait qu'on change souvent les équipes, ben ça fait que c'est des milieux qui sont peut-être, les gens se connaissent moins, donc vont peut-être porter des conclusions plus rapidement. D'autres raisons qui font qu'il y a des relations dysfonctionnelles, ceci vient d'une étude de 2011 qui a été faite sur 20 départements d'urgence à Oklahoma et Arkansas aux États-Unis. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait beaucoup de mauvaises attitudes et des personnalités dérangeantes. Il y avait les retards causaient aussi des frictions entre les professionnels de la santé, une dotation inadéquate, des pauvres habiletés en communication, avoir des outils ou des équipements qui sont inappropriés. On revient avec l'ambiguïté dans les rôles et responsabilités, les délais dans la communication, alors pas avoir l'information ou la bonne information en temps et lieu, et des problèmes avec les horaires. Les conséquences de ces comportements ou ces relations dysfonctionnelles au travail, il y a des études qui démontrent un lien entre ces comportements perturbateurs-là et les résultats cliniques qui sont défavorables. Il y a une étude qui demandait la perception des participants et les participants disaient qu'il y avait une diminution dans la satisfaction des infirmières, dans la satisfaction des médecins, dans la satisfaction des patients. Et il y avait aussi, au niveau des résultats cliniques défavorables, la qualité des soins qui diminuait, une augmentation dans les erreurs et dans les événements indésirables et une baisse dans la sécurité des patients. Donc, c'est non sans conséquence. Et finalement, si on veut s'attarder sur les coûts, alors, on voit que les comportements perturbateurs liés aux relations dysfonctionnelles, ça c'était dans une étude qui était spécifique aux médecins, ça l'entraînait un roulement du personnel infirmier. Et pour vous donner une petite idée du coût, dans une autre étude, ça démontrait qu'il y avait 2,4 infirmières qui quittaient l'hôpital annuellement en raison d'un comportement perturbateur de la part d'un médecin. Et les coûts associés à ce roulement de personnel étaient estimés à équivaloir à entre 1,5 et 2 fois le salaire payé du poste. Donc, pour une infirmière qui avait un salaire de, mettons, 85 000 par année, on parlerait d'une dépense de entre 130 et 170 000 pour l'hôpital par infirmière qui quitte. Il y a aussi les erreurs de médicaments. 7 des erreurs de médicaments étaient attribuées à des comportements perturbateurs des médecins et les erreurs dans les procédures qui auraient pu être évitées. Une autre statistique en termes de coûts, on dit que si on combine le coût du roulement du personnel, des erreurs de médicaments, des erreurs dans les procédures, un hôpital de 400 lits pourrait potentiellement économiser plus que 1 million de dollars par année. Donc, ces statistiques-là, c'est un petit peu pour mettre la table et démontrer l'importance de s'attarder aux relations dysfonctionnelles et à l'effet de celles-ci, surtout dans un contexte de travail d'équipe. Alors, ce que je suggère aujourd'hui, c'est d'utiliser des stratégies qui proviennent du domaine de la résolution de conflits pour essayer d'améliorer les relations dysfonctionnelles au travail et de cette façon optimiser le travail d'équipe. Quand que je dis que la vie, ben c'est pas moi qui le dis, c'est Charles Swindoll, mais pourquoi j'ai mis ça ici? C'est pour rappeler que, dans le fond, même si on n'a pas d'emprise sur ce qui nous arrive comme tel, on a de l'emprise sur la façon qu'on choisit de le gérer. Donc, pour mieux gérer les situations, qu'est-ce qui est important, c'est de bien se connaître nous-mêmes et savoir aussi comment on se présente au monde extérieur. On va s'attarder là-dessus pour le reste de la présentation. Quand on parle de déclencheur, on parle de bouton rouge ou en anglais, on va parler de trigger. Alors, on va sentir qu'on est déclenché quand nos valeurs ou des aspects de notre identité sont remis en question.
Par valeur, on entend les croyances fondamentales et les principes qui nous guident. Les besoins, c'est les exigences qui nous procurent un sentiment de sécurité, d'estime de soi. Et l'identité, c'est comment on se voit nous-mêmes, mais aussi qu'on veut être perçu par les autres. Donc, quand on parle de valeurs, il faut se rappeler que les valeurs sont propres à chacun d'entre nous et qui vont être influencées par la façon dont on a été élevé, notre éducation, notre culture, notre religion. Les valeurs sont habituellement assez stables. Si par exemple, on croit beaucoup en l'honnêteté, à moins que quelque chose change dans notre vie, cette valeur-là va nous suivre pour notre vie. Alors, c'est important d'identifier nos valeurs personnelles pour comprendre nos réactions quand on se sent déclenché. Des fois, si je vous dirais c'est quoi vos valeurs, c'est difficile de répondre à la question. Alors, je vous proposerai ici des questions pour essayer de les identifier. Donc, vous pouvez vous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez été le plus fier de faire dans votre vie? Quand est-ce que vous avez été le plus heureux? Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce qui vous met vraiment en colère? Si je vous demandais un mot qui vous décrit, qu'est-ce que ça serait ce mot-là? Et si on vous enlevait quelque chose, qu'est-ce qui vous manquerait le plus? Alors, ce genre de questions vous aide à voir ce qui est important pour vous et souvent, on peut découler des valeurs de ce genre de questions. Au niveau des besoins identitaires humains, il y a un auteur qui a identifié 5 besoins identitaires qui étaient souvent présents lors de situations de conflit. Alors, on peut parler du sens. Le sens, c'est la façon dont on perçoit notre réalité et qu'on interprète les faits. C'est aussi ce qui nous pousse à sortir du lit le matin, donc c'est un petit peu ce qui nous motive. Au niveau de l'appartenance, c'est notre affiliation ou notre lien social. Ça va inclure des buts, des valeurs, des coutumes et les traditions partagées dans les groupes auxquels on a joint. La sécurité, c'est souvent lié au concept d'identité personnelle et c'est qu'est-ce qu'on a besoin pour se sentir justement en sécurité. Souvent, pour la sécurité affective, c'est lié au sentiment d'appartenance. Nos actions, pour être significatives, ça doit être des actions qu'on fait par choix. Donc, ça implique un certain contrôle sur notre environnement physique et social et ça implique aussi avoir une certaine autonomie. Il faut se rappeler que certaines de nos actions sont plus conscientes que d'autres et que dans plusieurs cas, avoir des normes et des standards, ça va nous aider à avoir un sentiment de contrôle et de sécurité. Et le petit dernier, la reconnaissance, c'est en fait nous reconnaître qu'on a une valeur, donc l'auto-reconnaissance et aussi la reconnaissance du milieu externe. La deuxième partie, un coup qu'on a identifié nos valeurs puis nos besoins, c'est de voir au niveau des émotions, quelles émotions vont susciter mes déclencheurs. Donc, il faut se rappeler ici que tout le monde vit des émotions. Ce qui est différent, c'est la façon qu'on va les exprimer ou l'intensité de l'émotion. Ça va différer d'une personne à l'autre. Il faut aussi se souvenir qu'il n'y a pas une bonne ou mauvaise émotion. C'est la façon dont on va les gérer qu'on pourrait dire qui est bon ou mauvais. Donc, la question à se poser, en fait, c'est de dire, est-ce que la façon que je réagis me sert ou non? Les émotions sont aussi en lien avec les attentes. Donc, le plus élevé que sont nos attentes, le plus qu'il y a un risque de vivre une déception si la réalité ne va pas correspondre à nos attentes. Donc, souvent, cette déception-là va s'exprimer par des émotions assez fortes, qui peuvent être comme la tristesse, la colère, le cynisme. Faut se rappeler aussi que les émotions peuvent être difficiles à identifier. Des fois, ce qu'on ressent, c'est qu'on dit, il me semble qu'il y a quelque chose, un mauvais sentiment, mais je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est. On sait juste que quelque chose nous dérange. Donc, si ça nous arrive, je vous invite à essayer de prendre un recul puis vous demander où est-ce que dans mon corps je ressens l'émotion. Est-ce que je me sens devenir rouge? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai une boule dans la gorge? Est-ce que j'ai des douleurs dans l'estomac?
Et après qu'on a conscience de ça, qu'est-ce que l'émotion essaye de me dire? Il faut se rappeler que quand on essaye de décrire une émotion ou de mettre en mots ce qu'on ressent, c'est aussi une forme de traduction, si on veut. Donc, c'est ce que je vous invite à faire quand on vit une émotion. On se dit souvent, il faudrait que j'apprenne à me contrôler ou à contrôler mes émotions. Puis la question à se poser, c'est est-ce qu'on peut vraiment les contrôler? Puis je vous dirais que dans des cas, c'est très difficile de contrôler. Ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est apprendre à les naviguer. Donc, comment qu'on fait ça? C'est encore l'idée d'essayer de prendre un certain recul. Donc, quand vous sentez l'émotion, comme je vous ai dit plus tôt, dans votre ventre, dans votre gorge, vous sentez devenir rouge, vous savez là, qu'il y a quelque chose qui va se passer, puis que vous allez probablement réagir de façon, des fois, pas toujours contrôlée, à la Homer Simpson. Ce que je vous suggère, c'est de prendre un recul. Donc, essayez de compter jusqu'à 10, respirer profondément. Des fois, même dire aux gens, j'aimerais y réfléchir. On dit que la nuit porte conseil et laisser la poussière retomber. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire, ce recul-là? Ça nous permet de choisir notre réponse. Donc, d'agir versus réagir. Et lorsque nos émotions prennent le dessus, et qui nous submergent par leur pouvoir, parce qu'on entend qu'il y a des émotions qui sont très fortes, on parle d'un détournement de l'amygdala ou amygdala hijack en anglais. Et l'amygdala, c'est une partie de notre système limbique qui est responsable de notre instinct de survie pour ceux et celles qui s'en souviendraient pas. Alors, quand l'amygdala prend le dessus, c'est là que des fois on perd nos moyens. Souvent, on n'est pas d'accord avec les émotions qu'on vit aussi, donc on va essayer de les changer ou de les éviter. Et comment qu'on essaye de les changer? On fait ça en essayant de nous raisonner. Ben, je ne devrais pas me sentir comme ça, je suis une personne choyée, il y a des pires que moi, pourquoi je vis ça? Je suis heureuse dans le fond, puis on essaye de se rationaliser qu'on ne devrait pas vivre les émotions qu'on fait. Alors, au lieu de faire ça, qui souvent n'aide pas, je vous inviterais à vous demander pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Et qu'est-ce qui est important pour moi dans cette situation-là? Donc, souvenez-vous que les émotions vont vous donner des informations sur qu'est-ce qui se passe, puis vont aussi être les précurseurs à vos actions. Si on fait un lien entre les 5 besoins identitaires que j'ai parlé plus tôt et les émotions, quand notre vie manque de sens, on ressent souvent de la colère. Quand on sent que notre sentiment d'appartenance est lésé, on ressent souvent de la tristesse. Quand on manque de sécurité, on ressent de la peur. Quand on manque de reconnaissance, on ressent de la honte. Et quand on sent qu'on ne peut pas agir, souvent, ça peut amener de la dépression. Donc, un coup que j'ai identifié mes déclencheurs, j'ai vécu des émotions, qu'est-ce qui se passe dans nous la prochaine fois souvent? C'est que, excusez-moi, les émotions, on vient qu'à tirer des conclusions. Donc, quand on tire ces conclusions-là, c'est qu'on va donner des intentions à l'autre. C'est pas de l'eau. Excusez, j'ai un petit chat dans la gorge, là, puis on va aller me chercher de l'eau. Donc, l'intention qu'on prête à l'autre. Donc, souvent, on va commencer par notre propre système de référence. Donc, on va se dire, ben si moi je fais ça, ça veut dire ça. Donc, si l'autre personne fait la même chose, ça voudrait dire la même chose. Par exemple, quand j'ignore quelqu'un, ben c'est parce que je suis fâchée contre eux autres. Donc, la personne m'ignore, ça voudrait dire qu'elle est fâchée contre moi. Mais en fait, il faut se souvenir que ce n'est pas nécessairement le cas. Les autres n'ont pas nécessairement le même schéma de référence que nous avons. Il y a un livre qui est intéressant, je ne pense pas qu'il a été traduit cependant, ça s'appelle Thinking Fast and Slow, où est-ce qu'il parle de 2 systèmes. Un système qui est rapide, le système numéro 1, qui fonctionne souvent automatiquement puis qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Alors, ce système-là permet des jugements rapides et il est basé sur des modèles familiers. C'est ce système-là qui va lire nos émotions, donc il va tirer rapidement des conclusions. Et le système 1 est souvent relié à la survie.
Le système 2, c'est un système qui demande un petit peu plus d'effort, qui nécessite une concentration intense et qui va fonctionner méthodiquement. Donc, quand on passe au système 2, on réfléchit, on a plus le temps de réfléchir. Ces deux systèmes-là interagissent continuellement ensemble, mais pas toujours en harmonie, parce qu'ils peuvent évaluer la situation, la même situation en fait, de façon très différente. La plupart d'entre nous, on a tendance, à cause justement qu'on est souvent sur le système 1, à transformer la réalité qui est très complexe en des histoires simplifiées. Donc, des questions qu'on peut se poser pour remettre en question nos suppositions, ça serait, supposons qu'une personne nous ignore, on pourrait se demander, bien, quelles sont les raisons pourquoi elle m'ignorait? Qu'est-ce qui peut déclencher ça? Qu'est-ce qui serait son intention ou son motif? Pour essayer d'aller un petit peu plus loin que notre interprétation de base et rapide. En résolution de conflits, on parle beaucoup du concept de réciprocité. Et le concept de réciprocité, c'est en fait d'essayer de se mettre dans les souliers des autres. Donc, des questions que vous pouvez vous poser pour vous mettre dans les souliers des autres, ça serait, suite à une situation, si on demandait à la personne qui était dans la même situation que vous de raconter ce qui s'était passé, à quoi ressemblerait son histoire? Et puis, est-ce qu'elle raconterait la même histoire que vous voyez? Fait qu'en termes, c'est-à-dire, est-ce qu'on voit la même chose? Est-ce qu'on vit la même réalité? Après ça, l'autre question à se poser quand on pense du principe de réciprocité, c'est de se demander qu'est-ce que moi, j'aurais pu faire pour déclencher l'autre personne? Parce que autant que les autres personnes peuvent nous déclencher, on peut déclencher les autres personnes. Donc, si on voit comment on aurait pu déclencher l'autre, l'autre question qu'on peut se poser, c'est quelles émotions l'autre personne aurait pu vivre, qu'on aurait générées en la déclenchant, et encore, quelles suppositions qu'elle pourrait faire à notre sujet. Suite à ça, en regardant c'est quoi nos éléments déclencheurs, en prenant conscience de nos émotions, puis en prenant conscience des scénarios qu'on se fait à l'interne, puis d'aller les valider, ça nous permet de dire comment est-ce qu'on pourrait peut-être réagir différemment dans des situations qui viennent nous chercher émotionnellement. Donc, dans un livre qui s'appelle, il a été traduit ce livre-là, ça s'appelle « Changez vos questions, changez votre vie » de Mary Lee Adams. Elle a développé une carte des choix. Et cette carte des choix-là permet de voir si on est dans une mentalité d'apprenant ou une mentalité de juge. Quand on est dans une mentalité de juge, nos réactions sont plus automatiques ou réactives. Elles suscitent des comportements pessimistes, stressants, défensifs, inflexibles et vont mener à des relations gagnant-perdant ou à une vision limitée des possibilités. Donc, qu'est-ce que ça a de l'air? Quelqu'un qui se retrouve dans une mentalité de juge, on va dire des choses comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi ça ne marche jamais? Pourquoi ça m'arrive toujours? C'est qui le coupable? Comment est-ce que je peux prouver que j'ai raison? Et ça, quand on a ce genre de questions-là, il faut se rappeler qu'on est souvent dans une mentalité de juge. Et ce que je suggère, en fait, ce que l'auteur Adam suggère, c'est plutôt d'aller vers une mentalité d'apprenant, où est-ce que les questions vont être plus flexibles et adaptives. Et ce genre de questions va susciter de l'optimisme, de l'espoir, de l'ouverture et une attitude de gagnant-gagnant. En fait, ça amène une vision illimitée des possibilités. Donc, les genres de questions qui pourraient venir avec, quand on est dans une mentalité d'apprenant, c'est qu'est-ce que je ne vois pas dans cette situation-là? Qu'est-ce qui m'échappe? Quels sont mes choix? Quels sont les faits? Parce que comme je vous expliquais plus tôt, des fois, les émotions, surtout quand elles sont fortes, viennent un petit peu embrouiller notre perception. Donc, quels sont les faits et qu'est-ce que je peux faire différemment? Donc, cette carte-là, un petit peu, nous rappelle que pour chaque situation, on a vraiment un choix.
Puis le choix, c'est est-ce que je reste dans la mentalité de juge ou est-ce que je vais dans la mentalité d'apprenant? Et Adam suggère aussi de poser 3 questions quand on fait face à une situation difficile. Donc, ces questions-là, vous allez voir qui sont pas mal en lien avec ce qu'on a vu plus tôt dans la présentation. Donc, la première question, c'est quelle supposition suis-je en train de faire? La deuxième question, c'est est-ce que je peux voir cette situation d'une autre façon? Et finalement, c'est de voir qu'est-ce que l'autre personne peut penser, ressentir ou vouloir. Il y a un autre livre intéressant qui porte sur les conversations difficiles. Et ce que ces auteurs-là nous disent, c'est qu'en fait, une conversation difficile implique vraiment 3 conversations. La conversation sur qu'est-ce qui s'est passé, c'est souvent où est-ce qu'on essaye d'attribuer le blâme et la faute à l'autre personne en affirmant sa position dominante. Souvent en raison de nos perceptions, nos interprétations ou nos valeurs, c'est ça encore une fois qui va teinter notre perception. Il faut se souvenir que parce que on a quand même on vient du temps des hommes des cavernes, on a un système interne qui est vraiment à l'affût des dangers et que si on n'est pas certain de l'intention de l'autre, souvent on va avoir tendance à interpréter que l'intention est mauvaise plutôt que de donner le bénéfice du doute. Et pourquoi qu'on fait ça? C'est encore dans un sentiment primitif de devoir se protéger et d'un instinct de survie. Donc, c'est pour ça que souvent on donne des mauvaises intentions sans donner le bénéfice du doute, c'est parce qu'on se croit en danger. Et c'est aussi plus facile de blâmer les autres que de voir comment nous, on a contribué au problème. Donc, souvent, on entend les gens dire, ben si la personne changeait, le problème serait réglé. Mais en fait, ce n'est pas si facile que ça. Et puisqu'on ne peut pas changer l'autre, ben, il faut voir sur quoi on a de l'emprise. Alors ça, c'est la partie de la conversation sur qu'est-ce qui s'est passé. La deuxième partie d'une conversation difficile implique, encore une fois, les sentiments ou les émotions. Et comme on a discuté plus tôt, lorsqu'on voit des émotions fortes, c'est plus facile de perdre notre pensée rationnelle et ça va nous rendre plus vulnérables. Donc, ce que ces auteurs-là nous invitent à faire, c'est dans des conversations difficiles de justement parler de nos sentiments ou de nos émotions parce qu'ils disent que si on ne fait pas ça, c'est comme écouter un opéra sans avoir la musique. On va comprendre l'intrigue, mais on va manquer les nuances essentielles au spectacle. Donc, l'importance de parler de nos sentiments et de nos émotions dans les conversations difficiles. Et finalement, la troisième partie d'une conversation difficile, ça concerne l'identité personnelle. Et c'est une conversation qui est interne à chacun de nous. Alors, cette conversation-là est à propos de qui je suis, de ce que je vais me dire à propos de moi-même. Donc, cette partie-là, c'est à propos vraiment de moi. Et qu'est-ce qu'on se pose comme question quand on vit ça? C'est qu'on va dire comment, qu'est-ce qui est arrivé m'affecte? Quel impact il y a sur mon futur? Donc, on est, si vous voulez, instable, puis on se questionne beaucoup, puis on est souvent vulnérable. Donc, on se crée des fois, on dramatise, puis on peut amplifier des fois dans le fond, les situations en pensant qu'ils vont avoir plus d'impact sur nous que vraiment. Donc, suite à ça, ce qui serait important, c'est de développer l'art d'écouter. Vous avez probablement toujours vécu ça ou vécu ça dans votre vie, un moment où est-ce que vous êtes dans une conversation difficile, puis au lieu de vraiment écouter l'autre, vous êtes en train de préparer la réponse dans votre tête de qu'est-ce que vous allez y dire, puis vous attendez juste que la personne prenne un respire pour aller vraiment dire ce que vous avez à lui dire. Donc, quand on fait ça, c'est inutile de vous dire qu'on n'est pas en train d'écouter l'autre, on est en train de préparer notre réponse. Donc, ce qu'un autre auteur vous invite à faire, c'est de poser des questions à l'autre pour essayer de vraiment comprendre sa façon de voir la situation. Et en voulant poser des questions, bien, ça nous force à vraiment écouter. Donc, des questions que vous pourriez poser à l'autre pour vraiment démontrer une écoute active, ça serait de demander à l'autre
comment est-ce que lui voit la situation, ou de lui expliquer comment vous la voyez, mais demander à l'autre si vous avez bien compris. Ça peut être de demander à l'autre aussi, si c'est une longue histoire, de lui demander, bien là-dedans, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est quoi l'essentiel? Et pourquoi c'est important pour toi? Une autre question que vous pouvez demander dans des situations difficiles, c'est de dire, pour toi, qu'est-ce qu'un dénouement positif aurait de l'air? Comment ça pourrait se régler à l'amiable? Et demander à l'autre aussi, qu'est-ce que tu aimerais là, qui arrive à partir de maintenant? Comment est-ce qu'on bouge ça, si vous voulez? Donc, quand on écoute activement, des fois, ça va changer sur quoi on met l'emphase. Donc, au lieu de se sentir attaqué, parce que des fois, on s'entend que les gens ne sont pas toujours gentils, surtout quand ils sont déclenchés puis ils sont dans les émotions. Donc, essayer de se détacher de ce sentiment d'attaque-là et de décoder dans le message de l'autre la substance qui peut être livrée, on s'entend, de façon très maladroite et agressive. Donc, quand on exprime un besoin, comme je vous disais, c'est important d'un petit peu avoir une idée de nos valeurs et de nos besoins pour pouvoir les exprimer. Donc, cet auteur-là nous suggère de parler de l'élément déclencheur, de l'émotion, de nos valeurs et de suggérer une action concrète. Donc, qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air? Ça pourrait avoir de l'air de dire à une collègue, quand tu mines ma crédibilité devant mes collègues, donc ça serait l'élément déclencheur, je me sens fâchée et blessée. Alors ça, c'est les émotions, parce que ma réputation est très importante pour moi. Donc, la réputation, c'est la valeur ou le besoin. La prochaine fois que tu souhaites me donner une rétroaction sur mon travail, pourrais-tu le faire en privé si possible? Alors ça, c'est l'action concrète. Alors, c'est une façon d'exprimer un besoin et de cette façon-là, ce qu'on espère, c'est que les gens ne vont pas se sentir attaqués, mais vont vraiment comprendre qu'est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent. Cette façon d'exprimer les besoins, ce que plusieurs auteurs suggèrent aussi, c'est l'idée de recadrer les messages. Donc, quand vous entendez quelqu'un qui va vous dire des choses de façon pas toujours constructive, ce que je vous ai suggéré, c'est d'essayer de prendre du recul et de décoder le message. Et je vais vous montrer une couple d'exemples de qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. Donc, supposons que vous entendez quelqu'un qui vous dit « Je ne veux même plus te mentionner ce qui cloche parce que tu es incapable d'accepter la rétroaction ». Et ça peut être dit de façon agressive en criant. Qu'est-ce que vous pourriez décoder de ça? C'est que quand j'ai de la rétroaction à te donner sur ton travail, quelle serait la meilleure façon de te l'offrir? Un autre exemple, ça serait « Mon Dieu, je ne peux pas croire que tu as encore fait une erreur. Idiot, qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas comment tu as été embauché pour occuper ton poste. » Alors, encore une fois, quand on reçoit ce genre de rétroaction-là, c'est sûr que c'est facile d'aller sur la défensive et de manquer le message. Alors, qu'est-ce que le message pourrait avoir de l'air? Ça serait de dire, je ne peux pas le croire, je suis furieux que tu n'as pas fait le suivi comme tu avais dit que tu étais pour faire. J'ai travaillé fort à établir un lien de confiance avec la patiente et maintenant, il peut être compromis. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça pourrait être qu'est-ce que, à travers ces injures puis cette façon de s'exprimer, la personne pourrait vouloir avoir dit. Et souvent, quand on recadre, on demande à l'autre, est-ce que c'est ça que tu essaies de me dire? Les gens, si c'est ça, ils vont dire oui, c'est ça. Si c'est pas ça, ils vont dire non, puis ils vont repartir. Ça veut dire que vous avez mal décodé le message. Et si on prend un patient, une plainte d'un patient, encore une fois, essayer de décoder le message dans cette plainte-là, ça pourrait avoir l'air la plainte pourrait avoir l'air de dire c'est le pire personnel infirmier que j'ai jamais rencontré, personne ne veut me parler, quand ils le font, ils sont totalement grossiers et peu serviables. Il est futile d'essayer de demander quoi que ce soit parce que j'ai jamais de réponse à mes questions. Donc, si on prend un grand respire, un petit peu de recul, puis on essaye de comprendre ce que le patient veut nous dire, ça pourrait avoir l'air de ceci. Je suis en colère à cause de la façon dont j'ai été traitée. Je suis frustrée par le manque de communication de la part du personnel infirmier, puis je m'inquiète de ma condition. Je veux parler à quelqu'un qui peut me donner des réponses, qui peut m'aider.
Alors, si on voit le message de cette façon-là plutôt que de l'attaque, on est plus, si vous voulez, prêt et capable de répondre calmement et non d'escalader la situation. Donc, si on fait un petit résumé en bref, quand vous éprouvez des difficultés dans une relation, ce que vous pouvez vous demander, ça serait quels sont mes déclencheurs et pour quelles raisons? Quelles sont les émotions que je ressens et où est-ce que je les ressens dans mon corps? Quelle supposition est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en mode juge ou en mode apprenant? Et de penser à l'autre pour penser à la réciprocité. Donc, quels sont les déclencheurs de l'autre personne? Quelles seraient ses émotions, ses suppositions? Et finalement, qu'est-ce que je fais avec cette information? Alors, quand on est devant une situation difficile, ce que je vous encourage à faire quand vous voulez décider de comment vous allez l'aborder, c'est de faire un peu un arbre décisionnel avec une liste d'options. Et pour chaque option, prendre le temps de dire c'est quoi le pour et c'est quoi le contre pour moi de faire cette option-là, et c'est quoi le pour et c'est quoi le contre pour l'autre personne de vivre cette option-là. Et ça peut vous aider, encore une fois, à choisir la meilleure option qui est pour vous. Donc, pas oublier d'évaluer les avantages et les inconvénients de chaque option de votre point de vue, mais de la part de l'autre personne. Finalement, j'aimerais terminer la présentation en mentionnant que, par une citation du philosophe et psychologue américain William James, qui nous rappelle que notre attitude peut faire la différence entre endommager une relation et l'approfondir. Donc, c'est la fin de la présentation. Je vais maintenant prendre les questions. Merci Isabelle, très intéressant et très utile pour les participants. Alors vous voyez les références qui ont été partagées assez rapidement, mais lorsque vous allez avoir accès à la présentation, vous pouvez vous référer aux références. Et si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la boîte QR pour poser vos questions. Nous avons quelques questions qui ont été préparées à l'avance par la session en français. Et la première question, c'est de connaître les ressources qui sont recommandées par Isabelle compte tenu de son expertise dans ce sujet. Et alors, je pose la première question à Isabelle au sujet des ressources qu'elle recommande. Alors, merci Josette. Oui, c'est en effet une question qu'on avait eue quand on a fait la présentation en anglais. Il y a plusieurs ressources, mais pour les gens qui commencent, si on veut peut-être regarder cette façon de faire, je suggère vraiment d'aller voir la carte des choix. Vous pouvez aller à l'Internet puis vous tapez. Malheureusement, elle ne semble pas avoir été traduite. Donc, c'est le Choice Map de Marie-Lee Adams. Et je recommande aussi son livre « Changez votre question, changez votre vie » qui a été traduit en français et qui nous aide encore à essayer de voir les choses de façon différente. Aussi, j'ai parlé beaucoup des émotions, donc je vous inviterai à explorer et à travailler sur les émotions. Et une façon de faire ça, c'est d'aller voir ou lire sur le concept d'intelligence émotionnelle qui est très à jour de ce temps-ci. Merci Isabelle. Tu as mentionné que nous avons des éléments déclencheurs qui peuvent être selon nos valeurs, nos besoins, des aspects de notre identité qui peuvent être mis en question. À part de ces 5 besoins identitaires dont tu as parlé dans ta présentation, est-ce que tu pourrais nous donner quelques autres exemples qui sont retrouvés dans les milieux de travail selon ton expérience? Oui, en fait, il faut se souvenir qu'en termes de besoins, les besoins sont exponentiels et sont très subjectifs. Donc, 2 personnes qui travaillent ensemble peuvent avoir les mêmes besoins, mais aussi peuvent avoir des besoins très différents, d'où l'importance de pouvoir les nommer et demander à ce que les gens les identifient pour pouvoir demander à ce que les gens puissent les remplir.
Donc, des exemples de besoins retrouvés en milieu de travail, c'est percevoir qu'on fait une différence. Comme infirmière, c'est vraiment important pour nous à la fin de notre corps de travail ou de notre semaine de travail de dire est-ce que j'ai fait la différence dans mon milieu de travail, que ce soit pour une personne ou dans est-ce que j'ai fait avancer les connaissances ou est-ce que j'ai contribué à quelque chose. Donc, ça, c'est un besoin assez souvent rencontré en milieu de travail. Le besoin d'être stimulé intellectuellement, avoir des opportunités d'apprentissage, de pouvoir grandir. On peut penser à des promotions ou des transferts latéraux ou des façons d'être vraiment en apprentissage. On peut penser avoir un environnement de travail respectueux et sans violence. C'est souvent un besoin. Et on sait avec tout ce qui se passe dans les milieux hospitaliers que la violence est une problématique qui est assez qu'on vit assez souvent. Et aussi avoir un besoin d'autonomie dans notre travail. C'est des besoins qui reviennent assez souvent en milieu de travail. Merci Isabelle pour les exemples. À la fin de la présentation, tu nous avais suggéré que lorsque nous sommes à explorer les options, les choix, que nous évaluons les avantages et les inconvénients de chaque option, tant pour nous que pour l'autre. Alors, supposons lorsqu'on fait cet exercice, dans notre réflexion, on se rend compte qu'une option n'a pas de réel avantage pour l'autre personne, mais on croit que c'est la bonne option à prendre. Alors, comment tu suggères qu'on doit aller de l'avant avec cette option? Oui, ça arrive des fois qu'après avoir fait notre petit arbre décisionnel, supposons on arrive à la conclusion, ben moi je veux parler à la personne parce que c'est pas acceptable ce qui s'est passé, puis je veux plus que ça se reproduise. Mais qu'on voit que dans le fond, pour nous, il y a des pots, il y a des avantages à faire ça, mais pour l'autre personne, on pourrait l'appeler, mettons, Mélissa, mais pour Mélissa, il n'y a aucun avantage à ce qu'on tienne cette discussion-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que si vous décidez d'aller de l'avant avec ça, puisque vous avez fait l'arbre décisionnel, vous savez qu'elle va peut-être pas être très réceptive à ce que vous avez à lui dire. Donc, elle pourrait même devenir défensive ou agressive pendant votre échange. Donc, ça vous permet d'anticiper ça parce que vous avez fait l'arbre décisionnel, puis vous savez qu'il n'y a pas d'avantage pour elle. Et ça vous permet aussi de décider comment vous allez adapter votre message, sachant qu'elle ne sera probablement pas réceptive. Donc, ça peut vouloir dire changer votre message ou encore être à l'affût des signes quand vous allez lui parler qui pourraient indiquer qu'on est en train de la déclencher. Donc, est-ce qu'elle devient rouge? Est-ce qu'elle devient, on voit qu'elle a chaud, on voit qu'elle est agitée. Et ça pourrait être des signes qui nous disent, oups, je suis en train de la déclencher. Vous pouvez aussi choisir de livrer votre message de façon plus progressive en y allant lentement et peut-être en commençant à en semer une petite idée de qu'est-ce qui s'en vient, puis dire, ben on pourrait reprendre la discussion peut-être demain ou la semaine prochaine, pour laisser à la personne aussi le temps là, de prendre du recul à la situation et de pouvoir y réfléchir pour agir et non réagir. Merci Isabelle. Alors, ça termine la période de questions et réponses. Je remercie les participants et je vous invite maintenant à compléter un court sondage. Ce sont 2 questions qui nous informent sur comment vous avez trouvé le webinaire et si vous avez trouvé l'information utile et combien de personnes étaient avec vous pour qu'on connaisse vraiment le nombre de personnes qui ont participé. Alors, si vous êtes intéressé à écrire des questions à Isabelle, voici son adresse courriel et ça lui fera plaisir de répondre à vos questions si vous avez des choses qui vous viennent en tête
après le webinaire. Et le webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube, l'enregistrement et puis les diapos. Et nous invitons les participants à considérer de participer à notre congrès biennal qui se déroule du 18 au 20 juin à Ottawa. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et bonne fin de journée.